Vous êtes neurologue et neuroanatomiste au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez développé à des fins pédagogiques un site que tout le monde peut aller voir. D'ailleurs, je suis allée le voir, qui s'appelle Neuronat. Neuronat, et qui est un site unique justement pour découvrir l'anatomie du cerveau, pour découvrir des lieux bien précis et en 3 dimensions qui se trouvent dans notre cerveau, des lieux stratégiques. Alors tout à l'heure, Jacques Fouché prononçait le mot hippocampe, mais il y a un autre mot aussi qu'on va découvrir, c'est amygdale. Hein, le mot hippocampe et amygdale sont 2 structures du cerveau extrêmement importantes. Donc vous allez nous montrer tout ça. Voilà, et bien d'autres choses. Donc, c'est un peu difficile en 28 minutes. Construire une cathédrale, c'est quasiment impossible. Là, ça sera peut-être possible quand même. Et je vais justement vous parler de cette architecture en commençant tout simplement déjà par une introduction pour bien mettre en place les structures. On s'aperçoit que le système nerveux, c'est votre axe de symétrie. D'ailleurs, on l'appelle le névraxe. Et donc, il va comprendre, comme on le voit ici, le cerveau tout en haut, enfin les 2 hémisphères. Il va comprendre juste en dessous le tronc cérébral, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez les flèches qui montrent approximativement sa position. Et ensuite, en dessous, bien sûr, la moelle spinale. En réalité, lorsque vous voulez comprendre le système nerveux, il faut voir un peu à quoi va-t-il servir d'abord. Et ce système nerveux, il va avoir 4 grandes fonctions. Recevoir, conduire, intégrer de l'information et donner une réponse. Mais il va faire ce travail sur 2 grandes composantes. Une composante consciente et une composante inconsciente. Car si en ce moment, vous m'entendez, vous avez chaud, vous avez froid, etc., vous avez un ensemble de stimuli qui vous agressent ou qui vous enchantent et qui vous arrivent simultanément à votre esprit, il y en a des milliers d'autres qui viennent de capteurs profonds et qui vont vous permettre de réguler votre milieu intérieur et qui vont réguler votre pression artérielle, qui vont réguler votre pupille, qui vont réguler vos sécrétions hormonales. Et tout ça, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, il est 18h32, il est temps que je commence à donner un peu d'hormones thyroïdiennes. » Heureusement. C'est le système nerveux viscéral, l'autre partie qu'on voit ici, système viscéral ou autonome ou végétatif. Il y a toujours 36 noms dans ces anatomies, mais c'est la même chose. C'est les viscères. C'est vraiment l'objectif, c'est de vous laisser tranquille, de manière à vraiment réguler complètement votre milieu intérieur, ce qu'on appelle, nous, en termes plus scientifiques, l'homéostasie. Alors, ici, je vous ai mis l'axe nerveux au milieu, donc le cerveau, la moelle épinière, et puis tout autour, le corps humain avec ses récepteurs. Et vous voyez que les viscères sont internes, cette fois-ci, et on a les mêmes fonctions. On reçoit l'information, par exemple, du cœur, et puis, du cœur, et puis ensuite, l'information est intégrée, il y a une réponse pour ralentir ou accélérer le cœur. Alors, qui fait ça? Le neurone. Tout à fait exceptionnel, le neurone. Puisque d'habitude, vous savez que les cellules s'assemblent pour former des tissus. Les tissus s'assemblent pour former des organes. Les organes s'assemblent pour former des systèmes. Eh bien là, pas du tout. Là, vous avez un neurone, et les neurones. Et les neurones à eux seuls font votre système nerveux. Ils n'ont pas besoin de cellules musculaires, de cellules glandulaires, de cellules ce que vous voulez. Lui, il fait tout. Il reçoit l'information, il intègre l'information, il transmet l'information. Je viens de vous montrer que ce neurone, avec son corps cellulaire, que vous voyez ici sont des dessins d'Hélène Fournier, qui a aussi, bien sûr, fait tous les dessins du site, avec ses prolongements. Vous voyez ici des prolongements l'axone. L'axone qui va, alors on va en faire un ici, c'est plus simple, voilà, l'axone qui va transmettre l'information, et puis de petits prolongements qu'on appelle les dendrites. Dendros, arbre, arborisation. Et donc, alors, c'est variable, ça va de tout petits neurones, 10 microns, 30 microns, des 100 microns pour des grands neurones, hein, c'est à peu près de cet ordre-là. D'où le niveau des techniques, l'apparition du microscope indispensable, évidemment, pour arriver à comprendre le système nerveux. Là encore, on revient à ces problèmes historiques. Eh bien, ces neurones sont tellement spécialisés qu'ils ne peuvent pas vivre seuls. Donc, il leur faut leur groom, il leur faut leur serveur. Et effectivement,
autour d'eux, ils vont avoir un ensemble de cellules qu'on appelle les cellules gliales et qui vont s'occuper de la maintenance, la nutrition, les astrocytes. Un petit pseudopode, enfin un petit prolongement sur le vaisseau, un petit prolongement sur le neurone, et on envoie ce qu'il faut, on alimente. Les neurones aussi, dans leurs axones, ont des petits manchons de myéline. En fait, ce sont ces cellules-là, ces cellules gliales, qui s'enroulent autour de l'axone, qui forment un manchon. Et grâce à ça, l'influx nerveux va sauter entre les manchons. Donc, plus on a de la myéline dans un neurone, plus on a des gaines de myéline, et plus la conduction est rapide. Enfin, lorsqu'il y a des lésions, eh bien, on a les éboueurs du système nerveux. La microglie, ici, qui se transforme en macrophages, qui sont des cellules qui peuvent devenir un peu amoeboïdes, si vous voulez, avec des mouvements qui vont englober les résidus et qui, avec des enzymes, vont les digérer. Donc, vous voyez, tout un ensemble de cellules, et ça, c'est lié au fait que le neurone, à lui seul, a toutes les fonctions, les grandes fonctions du système nerveux. Le neurone, ça a des conséquences. Il ne peut pas se diviser. Donc votre capital de neurones ne peut que s'épuiser, malheureusement, sauf si vous l'entretenez correctement. Donc il n'existe pas de cancer aux dépens des neurones. Mais c'est complètement idiot ce qu'il dit, parce que normalement, il y a bien des cancers du cerveau. Tout à fait. Les tumeurs cérébrales, en fait, pour l'immense majorité, dépendent des cellules gliales. Et c'est ainsi que vous allez entendre parler des astrocytomes, des oligodendrogliomes, etc. C'est les cellules d'environnement qui donnent, parce qu'elles sont des cellules normales qui peuvent justement subir ces divisions cellulaires, enfin ces multiplications cellulaires tout à fait anormales liées au cancer. Donc, voilà. Alors maintenant, pour essayer de comprendre mieux cette architecture, je crois que le mieux, c'est de regarder l'évolution embryologique. Alors, vous voyez ici, au tout départ, ce système nerveux, c'est un simple tube. C'est même pire, c'est une gouttière. La gouttière se ferme, elle forme un tube. Vous voyez le tube ici, et tout à fait en avant, le tube va commencer à se dilater, et ce qu'on appelle des vésicules. Alors ce sont ces vésicules qui vont donner, vers le haut, les deux hémisphères, le tronc cérébral, alors que le bas du tube, lui, va rester assez primitif, et c'est la fameuse moelle spinale qui est en bas dans la colonne vertébrale. Regardez le cerveau sur le plan embryologique, grâce à ces photos sont fournies par Martin Catala, la Pitié. Vous voyez comment au tout départ, ce sont des petites vésicules assez lisses, et au fur et à mesure qu'on se développe, le cerveau devient très très important en surface. Il va donc à la fois se développer en fer à cheval, et vous voyez ici ce développement en fer à cheval, pardon, voilà. Vous voyez ce développement en fer à cheval avec un lobe temporal qui commence à apparaître et des sillons ici. Et c'est grâce aux sillons qu'on aura plusieurs mètres carrés, 2 mètres carrés de cortex qui va se loger à l'intérieur du cortex, à l'intérieur de la boîte crânienne, alors qu'il n'y a pas la place. Donc il y a de nombreux sillons. Donc lorsqu'on regarde un cerveau, on n'en voit qu'une minime partie. La plus grande partie du cortex, elle est cachée à l'intérieur des sillons. D'où les logiciels qui vont nous permettre de reconstruire le cerveau en 3D, essayer de le gonfler pour voir tout l'intérieur des sillons et voir éventuellement l'extension d'activation, par exemple. Un cerveau, en fait, c'est simple si on a envie. C'est du gris, c'est du blanc, c'est des liquides. Un cerveau est toujours axé, comme vous l'avez vu, sur un tube, sur une cavité, ce qu'on appelle les cavités épandymères. Alors vous voyez, je coupe le cerveau, à droite, une coupe anatomique, à gauche, une coupe IRM, la même chose en noir et blanc maintenant. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les ventricules, là, ici, les cavités, les 2 ventricules latéraux, un ventricule au milieu, et puis les neurones qui se sont répartis à 2 endroits. À la surface, et Jacques l'a dit tout à l'heure, à la surface, c'est le cortex cérébral que vous retrouvez à la surface, et en profondeur, où un ensemble de neurones sont restés en profondeur, et on appelle ça des noyaux. Donc on va regarder toute cette organisation. Les ventricules sont pleins de liquide céphalorachidien, et les ventricules sécrètent le liquide céphalorachidien. Alors, ce même liquide, d'ailleurs, qui passe à la surface du cerveau, grâce à une petite communication. Donc le liquide céphalorachidien, il est à la fois dans l'axe du cerveau, mais aussi tout autour du cerveau et de la moelle spinale. Donc on baigne complètement dans ce liquide.
Alors là, ça a l'air très compliqué, mais c'est pour vous dire, le cortex, on parle toujours du cortex, les zones du langage, les zones de la vision, et moi-même, je vais en parler. Mais le cortex n'existe pas sur le plan fonctionnel sans parler de ce qu'il y a en dessous, et c'est tous les noyaux gris et autres organes tels que le cervelet, le tronc cérébral, etc. Donc, en fait, on va parler de réseau. Et c'est ça qui est très important. Et lorsqu'on va avoir une région qui est lésée, c'est le réseau qui est perturbé. Ce n'est pas uniquement la région qui donne la fonction, c'est le réseau qui donne la fonction. Et si vous voulez, on va commencer à remonter très rapidement, juste pour montrer quelques images de la moelle spinale. Alors la moelle spinale, petit cordon, toujours étonnant, la moelle, très très fin. Quand vous voyez une vraie moelle, elle est comme un doigt. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Et puis, vous voyez son organisation très primitive, avec au milieu les neurones. Ici en vert, vous voyez un neurone qui va partir, un neurone moteur, et en bleu, un neurone sensitif qui rentre. J'ai fait très simple. Hein. Donc c'est très segmentaire, c'est très ancien. Alors, il rentre, il sort, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des afférences, ce sont des neurones qui sont connectés à la moelle, hein, et d'autres qui partent de la moelle et qui, évidemment, vont se projeter sur les muscles, par exemple pour les motoneurones. Absolument. Alors, la moelle, en fait, elle est entourée par des méninges. Là, en vert, vous voyez, dans le dessin, vous voyez la dure mère. Et ici, j'ai ouvert la dure mère et mis quelques petites... vous voyez, on l'a fixée de manière à dévoiler la moelle. Donc, en fait, tout le système nerveux est complètement enfermé dans ces méninges. Alors, remontons d'un cran. Au-dessus de la moelle spinale, on trouve le tronc cérébral. Donc là aussi, je vais passer assez vite, mais quand on parlait tout à l'heure des centres de la respiration, des centres respiratoires, ou d'autres centres qui sont très très nombreux, qui vont réguler toutes les grandes fonctions, elles sont, pour la plupart, dans le tronc cérébral. Hein. Le tronc cérébral est un lieu de passage, puisqu'il faut bien voir que les grandes voies de la motricité qui viennent du cortex, qui descendent à la moelle, vont le traverser. La moelle aussi est un grand lieu de passage. On a toutes les grandes voies descendantes de la motricité et les grandes voies qui remontent de la sensibilité. Car le but, c'est d'avoir des chaînes de neurones qui transmettent des informations. Des chaînes de neurones qui viennent de la périphérie et qui montent, c'est la sensibilité, et des chaînes de neurones qui viennent du cerveau et qui redescendent vers la moelle, c'est de la motricité, avec les motoneurones après qui vont aux muscles. Alors il est clair que quand vous avez une lésion quelque part, vous allez interrompre ces voies de conduction et vous retrouvez alors avec une paralysie, hein, un déficit, comme Jacques a dit tout à l'heure, une paralysie, et selon le niveau qui a été atteint. Voici le tronc cérébral. Vous voyez que l'imagerie nous permet aussi de le voir. Actuellement, pas très bien, je l'avoue. Regardez pour chaque niveau du tronc cérébral. Évidemment, je ne vais pas détailler, ce n'est pas le lieu, simplement pour montrer sa position. Et pour cela, le dessin qui est à droite montre très bien ce tronc cérébral, structure de transition entre la moelle en bas et le cerveau juste au-dessus. Voilà. Alors, vous voyez des nerfs qui sortent. Les nerfs, comme de la moelle, il y avait des nerfs qui rentraient, qui sortaient. Ici, on a des nerfs crâniens. Tous ces nerfs que vous voyez là, ce sont les nerfs qui commandent la tête, l'extrémité céphalique. Donc, la langue, les yeux, la sensibilité de la face, etc. Ce sont les nerfs crâniens. Quand vous avez quelqu'un qui a une paralysie faciale, c'est un nerf, c'est ce nerf ici, qui émerge du sillon entre le bulbe et le pont, hein, la moelle allongée et le pont, c'est le nerf facial qui est lésé, et on se retrouve avec la bouche complètement déformée. D'accord ? Parce que là, tous les muscles ne sont plus commandés par ce nerf. Il y a donc des nerfs moteurs et des nerfs aussi sensitifs. Ceux qui vous font mal, lorsqu'on a des névralgies du trijumeau qui fait toute la sensibilité de la face et qui envoie des coups de couteau absolument terrifiants, hein, parce que ce nerf va décharger tout seul et donner de fausses informations sur la sensibilité de la face. Ce nerf que votre chirurgien dentiste va vous anesthésier. D'ailleurs, non seulement la gencive est anesthésiée, mais la peau aussi, très souvent, est anesthésiée avec. C'est normal, c'est son territoire. Rentrons dans le cerveau. Alors, pour entrer dans le cerveau, eh bien, là, c'est le plus intéressant. Hein, parce qu'on a vraiment toutes les grandes structures, les grandes fonctions, alors que juste en dessous, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un peu les exécutants.
On avait quelques petits centres de commande, mais des sous-caporaux, si vous voulez. Hein. Là au-dessus, on est vraiment dans le primum movens. Car le cerveau, c'est aussi quelque chose qui est exceptionnel. Autant on va vous enlever un bout d'estomac, on va enlever de l'intestin, on enlève ce que vous voulez, autant on ne peut pas vous enlever du cerveau. Le cerveau est irremplaçable. Le cerveau actuellement n'est pas vraiment greffable, même si on parle de greffe de cellules souches qui potentiellement peuvent prendre l'aspect de neurones et peut-être prendre les fonctions des neurones qu'on veut remplacer dans la maladie de Parkinson. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, ça marche pas très très bien. Les neurones sont vraiment indispensables et non remplaçables pour l'instant de manière claire. Alors, donc on disait des ventricules, du gris, du blanc. Alors on va regarder les ventricules. Les ventricules, eh bien, ce sont ces cavités qui vont se centrer sur les deux hémisphères. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on avait comme vésicule en haut? On avait deux vésicules télencéphaliques, c'est-à-dire les futurs hémisphères, donc les deux hémisphères que vous voyez ici les ventricules qui correspondent. Et puis au milieu, donc les hémisphères, vous voyez, c'est ça, ici, toute la partie latérale du cerveau. Voilà. Et puis dans ces hémisphères, on a des cavités. Donc les voici dans la coupe IRM. Et là, on les a reconstruits en 3D. Et donc, ils ont un volume à l'intérieur de votre cerveau. Et ils ont une forme en fer à cheval. Ce qui fait qu'on va les couper deux fois, comme une roue de vélo qu'on va couper en deux. Vous allez retrouver le pneu en haut. Regardez ici. Vous allez retrouver le ventricule en bas, ici. Et ça, c'est le même. C'est le ventricule latéral dont le dessin est à droite, ici. Alors, si vous voulez, je vais vous inviter à un voyage dans les ventricules. On va, au travers d'une opération qu'on appelle la ventriculo-cysternostomie, c'est un nom compliqué qui veut dire je rentre dans le ventricule, je voyage dans le ventricule et je vais percer un petit peu le bas de ce ventricule, troisième ventricule qu'on trouve ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce patient avait une énorme dilatation des ventricules et il fallait évacuer le liquide qui est sécrété à l'intérieur des ventricules. Donc voici ces opérations, j'espère que ça va bien marcher. On va lancer la vidéo. C'est parfait. Voilà. On est dans le ventricule et regardez, on s'aperçoit au plancher du ventricule, on s'aperçoit tout en bas qu'il y a une espèce de petit fouillis rose. Et ça, en fait, c'est les plexus choroïdes, justement. C'est eux qui vont sécréter tout le liquide qui pénètre à l'intérieur des ventricules et qui circule à l'intérieur des ventricules. Ce sont les plexus choroïdes. Il y a un petit trou. Là-bas, ce petit trou va vous permettre de passer du ventricule latéral, il y a le gauche et le droit, et de rentrer dans celui du milieu, le troisième ventricule. On va y aller. On va avancer tranquillement. On s'approche ici du foramen interventriculaire, c'est le nom donné à cette communication entre le ventricule et le troisième ventricule. On va pénétrer dedans, donc on avance, bon, c'est pas très très long, ça dure... Voilà, on pourrait avoir le film également sur les écrans. Voilà. Et là, on est rentré dans le troisième ventricule, c'est-à-dire on est arrivé exactement, regardez, le ventricule latéral, c'était là-dedans, on a voyagé ici, le petit trou de communication est passé ici, et là, on est en train de traverser le plancher ici du troisième ventricule. Et là, on va gonfler un ballonnet de manière à ouvrir ce plancher de ce troisième ventricule et faire passer le liquide céphalorachidien de manière soulager le patient qui était sous tension avec ses ventricules extrêmement dilatés. Voilà. Ça respire, là. Alors, ça respire, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est plutôt que la pression du liquide céphalorachidien suit les systoles et les diastoles, puisque la pression veineuse varie et se répercute, ces variations de pression se répercutent sur la pression du liquide céphalorachidien. Et on voit effectivement ces mouvements typiques. Un cerveau, on a l'impression, oui c'est vrai, qu'il respire, mais il ne respire pas évidemment, c'est des variations de pression du liquide. Donc on vient de voyager à l'intérieur de ces ventricules. On a vu que c'était les cavités qui centraient chaque partie du cerveau. Les hémisphères, la partie centrale, le diencéphale, le tronc cérébral et la moelle spinale. Dans chaque partie, il y a toujours une cavité et ces cavités communiquent. Elles contiennent du liquide. Voilà ce qu'on a dit. Alors maintenant, autour de ces cavités, il y a le cerveau. Alors regardons ce qu'il y a dans le cerveau. Il y a tout d'abord des noyaux gris. Des noyaux gris, vous en voyez ici.
voyez, tout autour des ventricules. Alors ces noyaux, certains sont très importants, comme le thalamus qui borde le troisième ventricule. Alors en bleu ici, vous avez le thalamus. Et ces noyaux, quand on dit noyau, on dit, attention, ce n'est pas le noyau de la cellule. Ce sont des neurones, des corps cellulaires, ce sont les amas de neurones qui sont là. Les amas de neurones, c'est des quantités de neurones qui sont ici. Et donc, qui dit quantité de neurones, dit zone où on a des relais, hein, on a des synapses, dont Jacques a parlé tout à l'heure, hein, et donc ce sont des grandes zones de relais, de transmission de l'information. Le thalamus en est immense, un relais quasiment obligatoire. Oui, ce sont des amas de neurones qui sont situés près des ventricules. Et le thalamus lui-même est subdivisé, comme on le voit sur le dessin, en sous-noyaux qui ont chacun des fonctions relais très précises. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, vous voyez, un cerveau, en fait, si vous voulez le décrire vite fait, je ne vais pas rentrer dans des noms très compliqués, mais qu'est-ce que c'est? Au milieu, vous avez le diencéphale. Au milieu, c'est un petit vestibule d'un appartement tout étroit. Et puis, les deux murs qui sont de chaque côté, on les voit ici. Attendez, on les voit ici. Les deux murs qu'on voit de chaque côté, eh bien, ce sont les thalamus, les noyaux. Et puis, au-dessus, alors ces thalamus, on dirait des œufs. Alors, vous avez un œuf, là, d'un côté. Vous avez l'autre œuf de l'autre côté. Et juste au-dessus, vous voyez un autre noyau qui repose sur le thalamus. Alors, c'est une espèce de forme en saucisse, un peu. Hein. Donc, vous voyez, en fin de compte, vous avez le ventricule au milieu, l'œuf, la petite saucisse dessus. Et puis, allez plus loin encore en dehors. Regardez ce noyau lenticulaire qui est là. C'est une pyramide triangulaire que vous voyez là. Ça, c'est le noyau lenticulaire. Quand vous avez compris la cavité, troisième ventricule, l'œuf thalamique, la saucisse noyau codé, et puis le triangle, la pyramide triangulaire, mais vous connaissez tout là de cette anatomie. Il y a juste à mettre entre les grandes voies, le blanc, ici, les grands faisceaux de la motricité, de la sensibilité, etc., tout ce qui remonte au cortex ou qui descend du cortex. Et ces grands faisceaux-là, eh bien, on les appelle des capsules. Eh bien voilà, l'intérieur du cerveau, globalement, c'est organisé de cette façon-là. Alors, on va avancer et on va regarder maintenant ce qu'il y a en surface. À la surface, on a vu qu'il y avait cette haute population de neurones qui s'est amusée à migrer tout doucement de la profondeur vers la surface. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont un peu flemmards, et de temps en temps, ils s'arrêtent. Et on a des îlots de neurones qui peuvent former ce qu'on appelle, nous, des hétérotopies, et qu'on retrouve en IRM, notamment dans des bilans d'épilepsie. On peut retrouver ces défauts de migration des neurones. Normalement, chez nous tous, ça a bien migré, tous ces neurones sont à la surface. Le manteau cortical, ou cortex cérébral. Alors, ce cortex, vous l'avez vu tout à l'heure, il est plissé. Il est plissé, il présente des sillons. Alors, vous voyez un sillon ici, le sillon central. Hein, et ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que vous regardez une IRM 3D, c'est en gris. L'IRM 3D, elle dit, mais ça n'a rien à voir avec le dessin. Ben oui, parce qu'en fait, le pattern, l'organisation est très variable pour des petits sillons. Alors, ce qu'on essaie d'extraire, nous, dans les dessins, c'est didactique, c'est quels sont les sillons qui sont les plus constants. Nous nous ressemblons tous, et pourtant, nous varions énormément. Donc, on ressort ce qui est constant. Ici, ce sont des sillons principaux, tels que ce sillon ici central, qui sépare des lobes. En avant, le lobe frontal. En arrière, le lobe pariétal. Et encore plus en arrière, le lobe occipital. Et en avant, en bas, le lobe temporal. Voilà. Frontal, pariétal, occipital, temporal. Vous voyez ? Et on va en parler, parce qu'ils ont des fonctions. Déjà, quand on regarde le lobe frontal, on s'aperçoit que dans sa partie très antérieure, c'est indiqué ici, et Jacques en a parlé déjà tout à l'heure, le cortex dorsolatéral, hein, préfrontal, ici, lorsqu'il est lésé, on a les syndromes frontaux, avec des troubles du jugement, du raisonnement. Vous voyez que là, on est dans une zone, je dirais quand même, cognitive. Juste en arrière, on a des zones beaucoup plus motrices. Et le lobe frontal, c'est la seule partie réellement motrice du cerveau. Vous avez l'organisation des programmes moteurs qui va se faire dans ces régions prémotrices et l'exécution de ces programmes moteurs qui vont descendre, ensuite dans le tronc cérébral, dans la moelle spinale, pour aller commander les muscles plus loin.
C'est ici que s'organise l'exécution, mais c'est en amont que s'est organisée vraiment toute la programmation, l'intention, et tout contribue. Il y a une véritable coopération entre les régions elles-mêmes. Coopération corticale, par exemple, l'attention. L'attention du lobe frontal est fondamentale. Les personnes qui ont des troubles frontaux des deux côtés et qui ne sont pas paralysés, ils ne bougent pas, ils sont akinétiques, parce qu'il n'y a pas la motivation, il n'y a pas vraiment toute cette partie qui va vous donner la motivation de faire quelque chose. Donc, le lobe frontal, on va passer. Bien sûr, le langage en fait partie dans sa partie exécutoire, partie motrice. Et ici, j'ai mis langage-articulation. On se rejoint, je passe. Et sur la face interne, on va passer pour aller plus vite. Passons au lobe pariétal. Alors, on rentre maintenant dans les grands domaines de réception. Les grands domaines sont sensibles, si vous voulez. Pariétal, occipital, temporal, pour la plupart, traitent d'informations afférentes. Le lobe pariétal, c'est le grand lobe des sensibilités. Le lobe pariétal, c'est lui qui reçoit le toucher, reçoit les sensations profondes, qui vous dit, tiens, là, je suis un peu de travers, etc. Vous voyez, hein, qui vous dit que quand les yeux fermés, je prends le micro, il a un aspect chaud, assez gros, il est émaillé, etc. Il y a toutes ces sensations qui sont perçues et renvoyées au cerveau en croisant la ligne médiane. Côté droit part à gauche et côté gauche part à droite. Il y a toujours un croisement des grandes voies. Effectivement, quand le lobe pariétal qui reçoit la sensibilité est lésé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on perçoit mal, d'une part, les sensations, mais d'autre part, on perçoit mal l'espace et son corps dans l'espace. Et j'ai donné ici un exemple d'atteinte, l'atteinte du cortex pariétal droit. Alors, bon, on ne rentre pas dans les détails, c'est juste un exemple. On s'aperçoit que les patients qui sont lésés de ce lobe pariétal ont un hémicorps qu'ils négligent complètement. Pour eux, ce n'est plus à eux. Il n'appartient pas, il ne leur appartient pas. Ils négligent complètement leur hémicorps. Et en plus, comme c'est indiqué ici, ils ne vont pas s'en rendre compte, anosognosie, c'est-à-dire ils ne vont pas se rendre compte de leur propre défect, leur propre déficit. Donc vous voyez, c'est très important, le lobe pariétal va recevoir et va organiser dans l'espace. Ensuite, le lobe occipital, rapidement. Là, c'est simple, c'est la vision. En arrière, les voies de la vision qui arrivent en arrière. Mais ces voies de la vision, elles sont résumées à droite, je ne veux pas rentrer dans le détail, bien sûr. Comme vous le voyez, elles sont croisées. Pas totalement, mais elles sont croisées quand même. Donc, là aussi, c'est important. On s'aperçoit que la vision, si c'est le lobe occipital qui s'en charge, toutes les études qu'on va vous montrer peut-être après en imagerie fonctionnelle, etc., ont fait avancer les choses. Et vous ont dit, la vision, oui, elle est reçue dans le lobe occipital. Mais en fait, c'est une coopération entre le lobe occipital, en arrière, le lobe pariétal, justement, c'est lui qui va donner la dimension de mouvement, la perception dans l'espace et de mouvement dans l'espace de votre vision. Et puis, le lobe temporal aussi qui va contribuer. Et c'est lui qui va analyser toutes les images. Lui, c'est vraiment l'analyseur fin. À un tel point, lorsqu'il va être lésé, eh bien, vous aurez une affection qu'on appelle, enfin un symptôme qu'on appelle la prosopagnosie, la non-reconnaissance des visages connus. On montre la photo du président, la photo du cousin ou de la belle-mère, et vraiment, on ne sait pas qui c'est. Parce qu'il y a une lésion inférotemporale qui empêche la reconnaissance fine donc, des visages. Passons au lobe temporal. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le lobe temporal, à la face externe, c'est audition et langage. On en a parlé tout à l'heure, donc je passe. Par contre, ce qui est très important, c'est à l'autre face, la face interne. Vous voyez, le lobe temporal, il est en bas. Le lobe temporal, il est ici. Alors, ce lobe temporal, vous avez une partie interne, ici, qui est un peu recourbée. Et on voit, ici, en histologie, cette région qu'on appelle l'hippocampe. Donc, c'est la partie interne du lobe temporal qui va être très utile parce qu'elle va rentrer dans des mécanismes de mémoire, notamment, et en fin de compte, va s'intégrer dans un système qu'on appelle le système limbique. Alors, je crois que pour résumer tout ça, sans rentrer dans les détails, je vais sauter une ou deux vues qui sont trop compliquées et aller tout de suite, voilà, aller tout de suite à un schéma
pour vous dire qu'en fin de compte, tout ça, c'est bien organisé. Et je pense qu'on terminera là-dessus en disant juste un mot sur l'hypothalamus pour être dans les temps. C'est très organisé. Regardez à gauche. À gauche, c'est la partie la plus haute sur le plan fonctionnel. C'est le néocortex. C'est le cortex qui était à la surface du cerveau, avec sa motricité, sa sensibilité, sa vision, l'audition, etc. D'accord ? Et puis, juste en dessous, vous avez l'hippocampe et l'amygdale qui se trouvent en avant de cet hippocampe, hein, dans le lobe temporal, donc, et qui, eux, font partie d'un système limbique. Le système limbique, c'est le système des affects, c'est le système des émotions, c'est le système de la mémoire. Mémoire et émotion aussi, d'ailleurs, c'est pas mal lié, on le sait. Hein. Donc, on s'aperçoit que toutes les informations issues là-haut du néocortex vont descendre vers le système limbique pour, premièrement, être mémorisées, deuxièmement, subir une tonalité affective en plus, et éventuellement, ces informations vont redescendre, donc là je passe, vers une dernière structure qui est dans le troisième ventricule, très central, et qu'on appelle l'hypothalamus. Alors cet hypothalamus, cet hypothalamus, je vais revenir sur la diapo d'avant tout à l'heure, cet hypothalamus, il est dans la région que je vous ai montrée au début, la région qui est au milieu, bordée par les deux thalamus. Et grosso modo, comme vous le voyez sur le dessin, l'hypothalamus, il est en bleu, il est un peu en avant du thalamus et surtout en dessous de ce thalamus, en avant et en dessous. C'est en bleu à ce niveau. Bon. Ces 25 grammes, ces 30 grammes de cerveau vous régulent toutes vos fonctions de comportement, de faim, de soif, des sécrétions endocrines, puisque c'est lui qui commande la glande hypophyse, qui elle-même va commander ensuite les glandes thyroïdes, les surrénales, etc. Il y a tout un ensemble de régulations extraordinaires sur ces 28 grammes de cerveau. Voilà, c'est l'hypothalamus. Donc, vous voyez, c'est très bas niveau, en fait, sur le plan fonctionnel. C'est des régulations de comportement assez, les faims, la soif, la température, c'est pas philosopher, réfléchir, etc. Vous voyez, on est à un niveau tout à fait en dessous. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Dans ce dessin, on a à gauche le néocortex, c'est très élevé. Ensuite, le système limbique, hippocampe, amygdale, qui donne les affects et la mémoire, entre autres, et les émotions. Et de là, on descend vers les grandes régulations internes. C'est pour cela que, devant un événement, c'est le néocortex qui réagit, je vois une image, une photo qui m'émeut. Cette photo, je la vois, c'est des fonctions supérieures. Alors, à ce moment-là, hop, on a un transfert vers le système limbique qui donne le contexte affectif, émotionnel, et en plus, la mémoire de cet événement remonte à la surface. Et alors, à ce moment-là, ces informations descendent. Elles vont à l'hypothalamus. Il y a des liens, il y a des faisceaux. Et c'est là où, tout d'un coup, la fréquence cardiaque change et les vaisseaux commencent à se dilater. Ou au contraire, on devient rouge, on a chaud et on tombe dans les pommes. Parce que là, on a effectivement ce lien vers les commandes de plus bas niveau qui, à partir de l'hypothalamus, continuent leur chemin de commande jusqu'au tronc cérébral et la moelle spinale. Et là, vous commandez les nerfs qui vont éventuellement changer le calibre des vaisseaux, par exemple, et vous faire une rougeur du visage ou un grand choc, une hypotension majeure, par exemple. Voilà. Et c'est cette hiérarchie, je crois, qui est très intéressante. Elle résume un petit peu toute cette organisation cérébrale. Donc, j'avoue que c'est un petit peu rapide, mais j'espère que vous aurez quand même perçu un petit peu cette organisation, cette très très belle architecture, car même si tu dis que le cerveau, c'est pas joli, moi je trouve que le cerveau a une grande esthétique, une très grande esthétique, et allez voir dans des transilluminations de cerveau où on met des fibres optiques dans les ventricules, on transillumine tout ça, et vous avez une beauté qui est liée à son mystère. Comment si vous regardez par exemple le site Neuronat, il y a des dissections de cerveau, on voit de cerveau humain, et on voit ce cerveau manipulé, on se dit mais comment c'est possible? Comment ce cerveau a pensé, a agi, a aimé, etc. C'est extraordinaire ce mystère. Et nous, les scientifiques, on a notre œil sec, notre œil aride, mais il est nécessaire parce qu'il nous fait avancer. Mais je pense aussi qu'il faut garder son âme, et ça me paraît aussi important. Voilà. Merci, merci.